Bonjour à tous. Merci Hélène Jacquemont, merci Alexandre Chevalier pour cette introduction très claire, très utopique et réaliste néanmoins, qui nous plonge immédiatement au cœur du sujet de cette troisième rencontre territoriale du collectif Alzheimer Ensemble. Une rencontre d'une part particulière du fait de son format à distance, Hélène Jacquemont l'a dit, mais vous aurez de toute façon l'occasion d'intervenir et de réagir via les réseaux et nous poser vos questions sur Internet. Je m'en ferai le porte-parole. Et par ailleurs, c'est aussi une rencontre, c'est une conséquence directe, en temps de Covid, qui se déroule dans le strict respect des mesures et du pass sanitaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles les intervenants ont accepté d'intervenir sans masque. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévention de la maladie d'Alzheimer, qui est un sujet qui demeure encore largement méconnu, même s'il y a derrière toute une dimension utopique, ça a été dit, mais on va essayer de montrer qu'aujourd'hui, elle est finalement beaucoup moins utopique qu'on l'imagine. Mais par ailleurs, on vous propose donc de la découvrir à travers une investigation à plusieurs voies. Alors, nous accueillerons un peu plus tard deux tables rondes qui permettront une approche concrète de la prévention à travers la présentation de méthodologies de recherche, de dispositifs existants. Ceux qui nous ont déjà suivis dans le cadre des rencontres précédentes ont compris qu'à chaque fois, on essaie d'avoir un aspect extrêmement concret qui, à chaque fois aussi, est observé et interrogé par des collèges d'experts qui, cette fois-ci, je l'espère, feront preuve d'un regard toujours aussi avisé. Et avant cela, avec le professeur Vélas, on aura le plaisir de faire un détour important sur un programme stratégique qui est le programme ICOP de l'OMS. Mais tout de suite, et de façon à disposer tous ensemble d'un langage commun sur la prévention, j'ai le plaisir, et je vais avoir le plaisir d'accueillir nos deux premiers invités avec qui on va essayer de préciser le contenu et les perspectives de la prévention dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Chacun d'eux, l'un avec un regard scientifique, l'autre avec sa connaissance de l'opinion et les résultats d'une étude exclusive sur le sujet, il y reviendra, vont nous apporter un regard complémentaire, celui d'une part d'un neurologue et de l'autre celui d'un sondeur, puisque nous allons de fait voir comment est-ce qu'aujourd'hui l'opinion vient percuter la science et quand l'utopie finalement finit par rejoindre une certaine forme de réalisme. A tout de suite. Le temps de me propulser sur une autre chaise, qui sera beaucoup plus simple pour gérer les choses. Écoutez, donc je suis très content de vous accueillir tous les deux, et l'un et l'autre. Professeur Crolac-Salmon, c'est vous qui allez ouvrir le bal, mais je vais ensuite, je vais toutefois présenter aussi François Legrand. Donc professeur Pierre Crolac-Salmon, vous êtes neurologue, chef du service de médecine du vieillissement des hospices civils à Lyon, et vous avez accepté de venir nous dire un peu ce qu'était finalement la prévention et les enjeux. Et nous accueillons aussi François Legrand de IFOP, qui remplaçait au pied levé Frédéric Dabi. Et vous êtes directeur de recherche à l'IFOP. Et donc à partir de là, c'est vous qui avez d'ailleurs eu, je crois, la mainmise sur l'étude qui sera abordée durant cette intervention. Alors peut-être juste pour que les... Alors je ne sais plus si on doit dire les auditeurs, les internautes, les téléspectateurs, mais en tout cas tous ceux qui nous regardent, pour que les choses soient claires dans leur esprit. Qu'est-ce que c'est que la prévention, professeur? Où ça commence, où ça s'arrête? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci au collectif Alzheimer d'avoir pensé à Lyon. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à Lyon. Un grand merci à Alexandre Chevalier, avec qui nous travaillons pratiquement quotidiennement à Lyon, avec l'Institut du vieillissement des hospices civils de Lyon. Merci à Hélène Jacquemont. Le collectif est emmené ce matin par la Fondation Médéric Alzheimer. Et donc, je suis également heureux de traiter ce sujet de la prévention avec vous, de pouvoir en observer les différents aspects sanitaires, relatifs à la santé, du monde médico-social, du monde collectif, des collectivités territoriales. Et la prévention, pour moi, c'est tout mouvement, toute dynamique qui va engager la personne individuellement et le groupe, la collectivité, vers des modes de vie, vers des pratiques qui sont vertueuses pour la santé et qui vont permettre de préserver un capital, des réserves somatiques, des réserves psychologiques qui vont permettre de résister le plus longtemps possible à certains facteurs de risque, à certains agresseurs, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Donc on va parler de prévention primaire, avant
tout facteur de risque, avant toute maladie, qui est généralement porté par les pouvoirs publics. Les messages sont véhiculés par les médecins généralistes, votre médecin traitant, par les collectivités territoriales, par les médias, et on parle d'activité physique, de nutrition, on en reparlera plus précisément. Donc cette prévention primaire, c'est avant les premiers signaux de fragilité. Ensuite, il y a la prévention secondaire qui va s'inscrire en continuité alors qu'on commence à présenter certaines fragilités, certains prémices de certaines maladies, hypertension, diabète. Prévention tertiaire, là, elle intervient quand on est déclaré malade, que les diagnostics sont portés, mais là, on veut prévenir des complications. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, on va prévenir des complications comportementales, les grandes crises qui amènent malheureusement les patients aux urgences. Et puis une toute dernière prévention, la prévention quaternaire, qui n'est pas des moindres, c'est le travail autour de la iatrogénie, c'est-à-dire les effets secondaires des médicaments. Peut-être trop de médicaments sont prescrits, je pense aux psychotropes en France, et là il faut travailler sur ces effets secondaires pour éviter de nuire. Donc voilà, cette prévention, elle doit être considérée comme un continuum du début de la vie jusqu'au vieillissement, même si la pathologie, la maladie est avancée. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il n'y a jamais de moment trop tardif pour penser prévention. Merci. Donc c'est un chemin finalement, un continu par étapes. Et François Legrand, vous qui sondez régulièrement l'opinion, est-ce que, à votre avis, dans l'esprit des Français, c'est quelque chose de clair, cette idée d'une prévention aussi simplement formulée que ne l'a fait le professeur? Alors bonjour à tous. Effectivement, on peut répondre à cette question en s'appuyant sur les résultats d'une étude d'opinion qu'on a réalisée pour la Fondation Médéric Alzheimer, qui porte justement sur les connaissances et représentations des Français à l'égard de cette maladie, et notamment des stratégies préventives qui peuvent être mises en place. Bien, nous, on avait souhaité introduire cette enquête effectivement avec une question assez générale sur les représentations des Français autour de la prévention, sans rentrer dans la prévention de la maladie d'Alzheimer en particulier. Et on voit que cette notion de prévention en matière de santé, pour les Français, elle est assez nébuleuse. Enfin, en tout cas, on recueille des témoignages on a recueilli des témoignages dans une question ouverte dans laquelle on interrogeait les Français sur ce pourquoi et ce quoi était la prévention pour eux. On a recueilli des témoignages très divers, avec bien sûr des références à l'activité physique, à l'alimentation, à la limitation de la consommation de tabac, à la limitation de la consommation d'alcool, mais toujours de façon minoritaire, moins de 10% des témoignages recueillis sur chacune de ces dimensions. On avait également un bloc de témoignages qui, lui, était plutôt relatif aux organismes de santé, les mutuelles, les organismes de sécurité sociale. Un autre groupe de témoignages relatifs à certaines maladies, les cancers, les MST. Et enfin, et là c'est une conséquence probable du contexte dans lequel cette enquête a été réalisée, la thématique qui a été associée le plus à la prévention par les Français, c'est la vaccination. On avait 17% des témoignages recueillis qui étaient relatifs à la vaccination. D'accord, donc aujourd'hui, dans l'esprit, et pour faire très court, des Français, c'est la prévention égale vaccination. C'est une question juste d'étape, mais c'est ça que vous nous dites. Alors, c'est la vaccination qui est la thématique la plus associée à la prévention. Parce que la plus concrète, peut-être? Exactement, mais je pense que si on avait fait l'enquête il y a 2 ans, les résultats n'auraient pas été les mêmes. D'accord, donc il y a un aspect fortement contextuel aussi. Exactement. Au moment où on pose la question. D'accord. Merci. Alors, s'agissant de la maladie d'Alzheimer, vous avez dressé un panégyrique et finalement le chemin qui s'offrait à nous. Mais s'agissant de la maladie d'Alzheimer, en quoi est-ce que la prévention est aujourd'hui un levier qui est un levier puissant? Ce que nous dit en fait aujourd'hui l'état de la recherche finalement dans ce domaine? Alors, comme le disait Hélène Jacquemont tout à l'heure, il faut considérer les actions en santé dans un continuum. Bien sûr, la médecine s'est beaucoup organisée en réaction à des diagnostics, en réaction à des déclarations de symptômes, de maladies. Mais il faut absolument que la médecine se déporte vers la prévention, mais pas que la médecine, les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, comme on le disait. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, comme c'est une maladie principalement du bout de la vie, eh bien, le fait d'augmenter, de préserver nos réserves, notre capital, va faire que si on repousse de 5 ans, par exemple, ce sont des chiffres faciles à retenir, si on repousse de 5 ans
les conséquences cliniques de la maladie d'Alzheimer, les grands déficits cognitifs, les troubles du comportement, eh bien on va réduire de 50% l'incidence, la prévalence de cette maladie. Parce que si on repousse ces symptômes cliniques, eh bien on aura toute chance, entre guillemets, de mourir d'une belle mort de façon indemne de symptômes très invalidants liés à la maladie d'Alzheimer. J'ai préparé un petit schéma qui va vous démontrer ça. On a tous un capital de réserve cognitive. Depuis notre naissance, bon, avec le vieillissement, ce capital diminue un petit peu, mais sans atteindre des zones de fragilité si on est indemne de pathologies chroniques. Et sans rejoindre un seuil de handicap cognitif, handicap fonctionnel. Malheureusement, très souvent, on est atteint de pathologies chroniques qui vont accélérer le déclin de ce capital, qui peut se décompenser de façon aiguë, et c'est ce qu'on appelle le syndrome confusionnel, qui va nous apporter des symptômes aigus relatifs à la désorientation dans le temps et dans l'espace. Si on réfléchit avec ces trois pentes, on peut très bien comprendre qu'en augmentant nos réserves, on va décaler dans le temps les conséquences fonctionnelles de ces maladies. Et comme on va l'illustrer, je vais vous montrer les leviers principaux de la prévention dans la maladie d'Alzheimer, qui sont, je dirais par chance, les mêmes que les leviers de prévention des pathologies cancéreuses et des pathologies cardiovasculaires. C'est principalement les mêmes moteurs. Comment on fait? Vous voyez, si j'augmente complètement mon capital, la pente verte, eh bien, même si j'ai des maladies chroniques, la préservation de ce capital de base va faire que je vais échapper aux symptômes liés à ces maladies chroniques, dont en premier lieu la maladie d'Alzheimer. La santé maternelle, ça a été bien démontré, est très importante pour que l'embryon connecte au maximum ses neurones cérébraux. Et plus notre mère qui nous porte en tant qu'embryon, fœtus, est en bonne santé physique et psychologique, plus les connexions neuronales seront riches à la naissance. Déjà, ça influence notre capital cognitif. Ensuite, bon, malheureusement ou heureusement, il y a une iniquité génétique, mais qui est peu influente finalement. Et toutes les dynamiques de richesse de liens sociaux, d'environnement éducatif, de richesse de liens professionnels, de loisirs, d'activités physiques, de stimulation cognitive naturelle, écologique et de nutrition vont préserver ce capital très précieux dès la naissance. Ensuite, vous voyez que là, on a augmenté on a relevé la pente verte, mais on peut aussi relever la pente des maladies chroniques, c'est-à-dire limiter leur impact. On comprend bien l'impact de cette prévention secondaire tertiaire au moment où les maladies chroniques se sont déclarées. Et là, l'activité physique, le lien social, la nutrition représentent encore le trépied principal de la prévention des troubles cognitifs et comportementaux de la maladie d'Alzheimer. On pourra rajouter la compensation d'une hypoacousie, ça représente 8% du risque de présenter des troubles cognitifs, 8% si on fait un petit test au moindre symptôme, signe d'alerte, et si on a la chance de pouvoir bénéficier d'une prothèse auditive. Le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension, diabète, cholestérol, la préservation du sommeil, ça on traite bien ça en consultation mémoire, la préservation, en tout cas l'adressage de l'anxiété, de la dépression, qui sont des puissants agresseurs de la réserve cognitive. Donc tout ça est efficace et tout ça représente 40% du risque. C'est-à-dire que si on s'occupe de chaque facteur et de chaque levier de prévention, on pourra agir personnellement sur 40% de notre risque de présenter une maladie d'Alzheimer clinique. Et donc ça, c'est très précis et il faut vraiment qu'on s'en occupe à l'échelle nationale et européenne. Très bien, merci. Oui, c'est ça, c'est une forme de capital. On essaie de ne pas puiser dedans. C'est amusant, je fais juste une petite incidente. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai plus entendu quelqu'un prononcer le mot de belle mort. Vous savez, on est dans une époque où on a médicalisé la mort, mais voilà.
Mais voilà, c'était juste une petite incise. François Legrand, voilà, là il y a une présentation qui est faite, hein, qui dit des choses quant à finalement des comportements qu'on peut avoir et puis derrière une pathologie qu'on envisage. De votre point de vue et dans le cadre de l'étude que vous avez menée, vous avez commencé à nous présenter, que pensent les Français aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer et plus spécifiquement de la question de la prévention? Alors en fait, les résultats de l'étude mettent en lumière un paradoxe. C'est que la maladie d'Alzheimer, elle est très bien identifiée au sein de la population française puisque c'est la maladie neurodégénérative la plus connue. 97% des Français en ont déjà entendu parler, donc 80% qui voient précisément de quoi il s'agit. Et quand on compare avec des historiques, d'autres enquêtes qui avaient été faites au début des années 90 et au début des années 2000, donc il y a 20-30 ans, on voit que la connaissance de la maladie a vraiment progressé au sein de l'opinion. Autant la maladie de façon générale que les symptômes qui sont bien identifiés et bien associés par les Français. Donc d'une part, on a une maladie qui est bien identifiée au sein de la population. On a également une maladie qui fait très peur, puisqu'on voit dans cette enquête, 3/4 des Français nous disent avoir peur d'être un jour atteints par la maladie d'Alzheimer. Et là aussi, on voit que la peur de la maladie a fortement progressé. La maladie d'Alzheimer est la deuxième maladie qui fait la plus peur parmi quatre pathologies qu'on a testées dans cette enquête, donc juste derrière le cancer, mais devant les maladies cardiovasculaires et le sida. Donc une maladie qui est bien identifiée, une maladie qui fait peur, et pour autant, ce que montrent les résultats de cette enquête, c'est que les Français méconnaissent totalement l'existence de stratégies de prévention qui peuvent être mises en place dans le cas de la maladie d'Alzheimer. C'est, là encore, parmi différentes pathologies, celle pour laquelle les Français perçoivent le moins de possibilités de prévention. Et quand on interroge plus précisément les Français sur la connaissance de moyens de prévention, ils sont moins d'1 sur 10, donc à peine 9% à nous dire connaître des moyens de prévention qui peuvent être mis en place pour prévenir la survenue de cette maladie. Très bien, donc il y a du travail. Il y a des marges de progression importantes, effectivement. Pour créer une forme de dynamique. On va revenir juste à l'instant sur la dynamique, parce que je pense que c'est important que vous nous disiez comment est-ce que vous pensez que la prévention peut s'organiser. Je vous rappelle, n'hésitez pas de poser des questions, hein, donc que les internautes n'hésitent pas à nous poser des questions. Nos deux intervenants sont aussi là pour y répondre. Donc, professeur Crolac-Salmon, c'est vrai que cette question de comment est-ce qu'on crée une dynamique aujourd'hui, comment on s'organise, c'est une question prégnante, hein, elle était même d'ailleurs dès l'introduction, puisque c'est la grande question, finalement, par rapport à la question de la prévention. Comment vous voyez les choses, dans quel sens il faut aller, à votre sens? Je pense que la prévention en santé doit tous nous impliquer. La population générale, la population des patients, des aidants, les pouvoirs publics, le monde médical, les médecins, les soignants, le monde médico-social, parce qu'on a vu que c'était un continuum finalement, avant les symptômes et pendant les signes liés aux maladies. Et donc on a besoin d'être tous ensemble. Moi, d'un point de vue hospitalier, d'un point de vue de CHU, je pense qu'il faut que l'hôpital sorte de ses murs, qu'on décloisonne complètement nos actions sanitaires, des actions territoriales. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à la mairie parce qu'on travaille main dans la main avec les services de la mairie pour penser prévention au quotidien de cette population âgée par des petits moyens de tous les jours. J'aime bien cette image d'un paquebot qui veut éviter un iceberg. On en a connu un très célèbre. Et on sait très bien que si on intervient trop tard, même en tournant la barre complètement à fond, on ne va pas y arriver. Et un paquebot, s'il dévie un petit peu sa trajectoire, mais tous les jours, de façon continue, il évitera largement les zones dangereuses. Et donc, c'est des petits déplacements au quotidien, centrés sur l'activité physique, la nutrition, des formes de répit dans les lieux publics, dans les commerces. On est en train de réfléchir avec l'équipe lyonnaise à tous ces petits moyens qu'on peut imaginer pour acculturer la population, déplacer nos esprits pour que ces vecteurs qui sont vertueux pour la santé imprègnent notre quotidien au jour le jour et très tôt, bien avant la retraite. C'est comme ça qu'on sera efficace. Donc être tous ensemble,
Le collectif Alzheimer Ensemble porte bien son nom. Et puis des moyens. On a besoin de moyens. On parlait tout à l'heure du risque évitable lié à la maladie d'Alzheimer, 40%. Si on considérait pas 40% des coûts liés à la maladie d'Alzheimer, mais peut-être 5%, 10%, on aurait énormément de moyens dédiés à la prévention. Et là, pour l'instant, on ne les a pas encore bien vus arriver, les moyens qui sont vraiment proposés pour mettre en place des actions d'ampleur, parce qu'il faut frapper fort. Très bien, oui, il y a une forme de masse, mais on est vraiment dans une stratégie de petits pas en fait. Ce que vous dites, c'est il y a une inertie qui est l'inertie du paquebot, et si on veut agir, il faut degré par degré avancer. Et à votre avis, François Legrand, est-ce qu'aujourd'hui les Français sont prêts à se mobiliser, ou en tout cas est-ce que les conditions sont réunies ou seraient à réunir? Alors, il y a déjà encore un travail de sensibilisation et d'information à faire, puisqu'effectivement, 91% des Français ne connaissent pas donc des moyens de prévenir la maladie d'Alzheimer. Et en fait, quand on rentre un peu plus dans le détail, nous, on a identifié un certain nombre d'éléments pour lesquels le rôle de facteur protecteur qui était encore minimisé par les Français. Nous, celui qui nous a semblé le plus intéressant, un des plus intéressants, c'est l'activité physique. Et c'était pas uniquement pour la maladie d'Alzheimer, mais plus généralement dans les stratégies de prévention en matière de santé. Donc on a introduit une question dans cette enquête qui portait sur l'importance accordée par les Français à différentes stratégies de prévention pour prévenir différentes maladies. Et donc on avait listé le fait de ne pas fumer. Alors attendez, je vais juste afficher la slide. On avait donc listé le fait de ne pas fumer, d'avoir une alimentation saine et équilibrée, de limiter sa consommation d'alcool, d'avoir une activité physique et d'avoir un sommeil de bonne qualité. On voit que globalement la question du tabagisme, elle est bien identifiée, puisque 70% des Français jugent que c'est déterminant de ne pas fumer pour prévenir la survenue de maladies. On a un deuxième bloc autour de l'alimentation et de la limitation de la consommation d'alcool qui est également majoritairement considéré comme déterminant par à peu près 55 à 58% des Français. Mais on voit en revanche que l'activité physique reste encore minimisée puisqu'on a moins d'un Français sur deux, 43%, qui estiment que c'est déterminant d'avoir une activité physique régulière pour prévenir la survenue de la maladie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'autour de la question de l'activité physique, il y a deux variables qui sont discriminantes dans la population française. Il y a le niveau de vie et le niveau de diplôme. Je vous disais 43% des Français seulement estiment que c'est déterminant d'avoir une activité physique régulière. Quand on regarde les Français qui n'ont pas de diplôme, on tombe à 25% seulement, alors qu'on est plutôt autour de 60% pour ceux qui sont diplômés d'un master ou d'un doctorat. On observe aussi un effet avec le niveau de revenu, avec un écart qui est important entre les Français qui ont les revenus les plus élevés et ceux qui ont les revenus les plus faibles. D'accord, donc enfin, moi, ce qui me frappe dans ces chiffres quand même, c'est que, et par rapport à ce que vous disiez, professeur Crolac-Salmon, c'est le fait qu'à un moment donné, les thématiques qui sont les plus, sur lesquelles on a eu le plus de compréhension de la part des Français, voire d'acceptation, puisqu'en fait c'est ça, ce que vous visez, c'est une acceptation, c'est quand même des sujets qui ont été largement, qui ont fait l'objet de communication forte, durable, puissante par rapport à ce que vous disiez. Vous disiez finalement il faut aujourd'hui élargir les choses. Aujourd'hui, professeur Crolac-Salmon, est-ce qu'il y a des points bloquants à votre avis, qui font qu'à un moment donné, peut-être les personnes là, qui évoquent ce que vous évoquiez, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est les catégories socio-professionnelles, ce qu'on appelle plus défavorisées, qui ont le moins intégré la thématique de l'activité physique adaptée. Est-ce qu'il y a des points bloquants qui, comme ça, vous apparaissent devant être levés pour que la prévention se déroule au mieux? Oui, je dirais qu'il y a autant de freins que de wagons dans un long train. Et il faut s'occuper de chaque wagon pour transformer chaque frein en moteur de prévention. Ça commence, on le disait à l'instant, ça commence par une information, une pédagogie. On a encore besoin d'expliquer comment, s'il y a un étage à monter, on va éviter l'ascenseur, puis on va le monter cet étage. Déjà ça a un impact sur la santé.
Manger un tout petit peu plus de légumes. Je ne dis pas qu'il faut bannir la bonne blanquette de veau de nos recettes, mais il faut déplacer un tout petit peu, vous parliez des petits pas, se déplacer un petit peu. Donc on a vraiment un effort de pédagogie, d'information à faire, et pour ça il faut déjà des moyens. Ensuite, il faut que la médecine, et je pense d'abord aux soins primaires, à la médecine générale, elle ait des moyens, elle ait du temps pour expliquer aux patients au quotidien. C'est pas normal qu'un médecin généraliste ait 15 minutes, 10 minutes pour réagir toujours aux symptômes. Réagir à une grippe, réagir à une pneumopathie, et peut avoir de temps, à part renouveler l'ordonnance, pour expliquer la démarche de prévention. Donc il faut du temps, et là, il y a encore des moyens. Et il faut, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on soit tous dans la même barque pour repenser la santé d'un point de vue global, quoi, sans l'enclaver dans le monde sanitaire, dans le monde de la médecine, des hôpitaux, des cabinets de médecine, et vraiment penser santé globale. Nous, ce qu'on observe en consultation, c'est que même si on a bien expliqué les leviers principaux de la prévention, activité physique, nutrition, lien social, surdité, sommeil, anxiété, eh bien, on a aussi un plafond de verre motivationnel de la part de la population. C'est-à-dire qu'on a besoin d'emmener les gens vers ces petits pas de tous les jours. Et donc, on réfléchit à des moyens, à des astuces, à des outils qui vont aider à se motiver au quotidien. Et on peut citer un des programmes qui va arriver bientôt, le programme Activi, qui va arriver à Lyon, Paris et dans d'autres villes, qui va aider au quotidien à se motiver par des petits défis. On sait que les défis fonctionnent, défis personnels pour avoir ces petits objectifs et se déplacer petit à petit. Donc pas mal de freins à adresser, mais qu'il faut qu'on transforme en jolis moteurs vertueux pour la santé. Donc le fait que ça entre désormais dans la vie pleine et entière, et pas seulement sous l'angle de santé. Donc même si on n'aime pas faire de sport et qu'on aime la blanquette, en fait, il va falloir s'y mettre. Juste, peut-être avant d'avoir votre réaction, François, je ne résiste pas parce que c'est clairement en lien avec exactement ce que vous venez de dire. On reçoit un petit commentaire d'une spectatrice qui évoque sa situation, donc c'est vraiment un commentaire et pas une question. C'est: sans connaissance en santé, je mène ma retraite depuis 1997 dans une seconde carrière préparée par un apprentissage de 3 années et 2 DU. J'entreprends la seconde mi-temps 2020-2040 et en 2040, je serai centenaire. Je suis passionné par le travail que je mène et ce n'est pas une utopie. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez qui vient vraiment complètement en écho. C'est pour ça que je me suis permis de l'utiliser. Mais alors, je ne suis pas sûr qu'on aille forcément vers une société où on n'est que des centenaires qui ne mangent pas de blanquette et qui derrière fassent une activité physique tous les jours. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des freins qu'on peut identifier, que des études identifient éventuellement, peut-être alors je pense que dans le cadre de cette étude ou dans d'autres, qui font que les Français s'y mettent? Oui, alors j'ai parlé de l'activité physique. Il y a aussi un autre élément qui ressortait de cette étude. L'activité physique, c'était de façon générale, en fait, pour la prévention santé de façon globale. Il y a un autre élément qui ressortait de cette étude, plus par rapport à la prévention de la maladie d'Alzheimer. On les a exposés à un certain nombre de stratégies, de moyens possibles qui pouvaient être mises en place. Et on voit qu'il y a un autre aspect qui est complètement minimisé. Vous en avez parlé un peu avec l'histoire de la blanquette, c'est la question de l'alimentation, puisqu'on avait demandé aux Français s'ils pensaient que suivre un régime méditerranéen pouvait être un moyen de lutter contre, de prévenir la maladie d'Alzheimer. Et seulement 15% des Français citaient donc le régime méditerranéen. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui était particulièrement méconnu en lien avec la prévention de cette maladie. D'accord. Donc, mais la blanquette, par contre, c'est pas très bon. Allez-y. Oui, il y a un moteur que j'ai oublié de citer, qui est le moteur principal finalement. C'est qu'il ne faut pas voir tout ça comme une contrainte. Il faut vraiment injecter du plaisir dans cette démarche. Et ça a été bien montré au niveau neuroscientifique. Les caractères optimistes, résilients, qui prennent du plaisir aux activités quotidiennes, on préserve leur cerveau. C'est neuroprotecteur. Et dans tout ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de 100%, de 0%. Il ne faut pas être draconien
rien dans ces petits pas, dans ces déplacements vers un peu plus de légumes, vers un peu plus de fruits, un peu plus d'activité physique. Il ne faut surtout pas le vivre comme une contrainte, c'est des petits pas qu'on doit appréhender avec plaisir. Et cette personne qui parlait de ses nouveaux diplômes après sa retraite, eh bien, elle prend du plaisir, et ça c'est fondamental, et c'est neuroprotecteur. Il y a une forme d'auto-renforcement à avoir dans ce registre-là. Enfin, moi, il se trouve que j'ai un petit peu travaillé sur des thématiques de prévention. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui fonctionne et ce qui motive, et ce que vous dites, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est quand ce que l'on mène est une certaine forme, amène un bénéfice immédiat. C'est-à-dire qu'il est très compliqué de pouvoir cristalliser l'attention de quelqu'un sur une échéance à 15 ou 20 ans, parce que ce que vous nous présentez et qui est tout à fait intéressant, fait que, et je pense, on le voit aussi dans les études, on a quand même du mal à se figurer où là où on sera dans 15 ou 20 ans, enfin je m'adresse à des internautes, qui peut dire où il sera dans 15 ou 20 ans, mais en revanche c'est comment, et c'est pour ça que c'est ce que vous dites, hein, c'est comment on trouve un bénéfice immédiat à une action qui par ailleurs est le codicile de quelque chose qui porte à plus long terme. Exactement, exactement. Je crois beaucoup aux boucles courtes, aux boucles moyennes, aux boucles longues qui vont être vertueuses. L'ensemble est vertueux, mais comme vous le dites très bien, il faut qu'on ait des retours gratifiants assez vite. Et là, quand on réfléchit à des outils de motivation, c'est un peu l'esprit. C'est mes petites victoires au quotidien, mais que je dois appréhender avec plaisir, avec une satisfaction personnelle rapide, effectivement. Si on voit trop loin, si c'est trop contraignant, on n'y arrive pas et c'est pas opérant. Très bien. Écoutez, ces regards croisés passionnants touchent à leur fin. Je n'ai pas d'autres questions. Peut-être si vous voulez dire un petit mot ou un dernier mot. Sinon, ce n'est pas une forme d'obligation dans tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important à garder en tête, peut-être ? Non, effectivement, moi, pour rebondir sur les derniers éléments qui ont été évoqués, je trouve que la question de la stratégie des petits pas est effectivement très importante. En termes, on pense à l'exercice physique, pas forcément se fixer des objectifs démesurés de courir un marathon, mais simplement descendre 2 stations de métro plus tôt et finir le trajet à pied, ou effectivement prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs, ça me semble pas mal. Et puis voilà, gardons cette notion de joie, de plaisir au quotidien. Et personne n'est exclu d'une démarche de prévention. Même si on est déjà malade, on peut encore agir très fortement, très significativement sur son pronostic et surtout sur sa qualité de vie dans pas mal de temps. Donc personne ne doit se sentir exclu de cette démarche. Merci beaucoup. On se retrouve de toute façon tout à l'heure, professeur, et on va passer à une autre sauf non, je vois que nous n'avons pas de questions. Nous allons donc passer à un second temps, un troisième temps même dans cette rencontre, à une question. Alors on me signale, ça y est, elle vient d'apparaître. La question, c'est: merci pour ce partage. Je suis aidante de ma mère atteinte de cette maladie et spontanément, je fais exactement nutrition, sport, activité extérieure et sociale. La prévention, je n'en ai jamais entendu parler par les médecins gériatres que nous avons consultés. Pourquoi ? Une question. C'est vrai que nous, gériatres ou neurologues ou même psychiatres ou médecins traitants, médecins généralistes, on a été sur les bancs de la fac habitués à agir après un diagnostic, si vous voulez. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en réaction. Il y a une plainte, il y a un symptôme et on va réagir, on va traiter, on va essayer d'être curatif. On n'a pas les réflexes. Les plus jeunes étudiants en médecine les acquièrent un peu plus que nous, mais moi, ma génération ou les plus anciens, on n'a pas appris ça. Et on l'apprend tout au long de la vie et ça s'imprègne petit à petit. Et donc, la gériatre qui suit la mère de cette personne qui témoigne, eh bien, elle essaye d'éteindre des feux, elle essaye de régler l'ordonnance, elle essaye de répondre au syndrome gériatrique, aux chutes, à la fragilité, à la perte d'équilibre, à la dénutrition. Et
même si elle, dans ses principes, elle applique des principes de prévention continue, hein, ce qu'on évoque dans ce continuum de la vie, je suis sûr qu'elle les applique, mais elle n'a pas pensé à les expliquer forcément, à les décliner en messages pédagogiques pour l'entourage, et c'est très important. Et donc, pour les aidants, c'est crucial, c'est déterminant dans cette dynamique, parce qu'un aidant est à risque de pathologie psychologique, hein, psychiatrique, anxiété, dépression, est à risque de cancer, à sur-risque de cancer et à sur-risque de pathologie cardiovasculaire. Donc il faut en plus prendre soin de soi et bien se maintenir dans cette démarche de prévention primaire, secondaire, tertiaire, quand on est aidant, parce que le stress est là et l'épuisement physique et psychologique menace tous les aidants de patients atteints de maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et donc, cette fois-ci, je vous remercie vraiment pour cette table ronde, puisque le temps est malheureusement non pas contraint, mais il y a quand même un moment, il va falloir avancer dans le programme.